Ce soir, la nuit est noire. La tête fait un peu moins mal. On va parler de la violence. De ce que c'est. Et de un peu comment elle s'écrit. Comme ça, sans livre. Alors ça a l'air facile de parler de la violence, sauf que dès qu'on commence à réfléchir un peu, la violence, c'est pas juste mettre un coup. Ah, déjà, on va parler de violence psychologique, de violence institutionnelle. Il y a plein de types de violences qui font que la violence, elle se réalise de plein de façons différentes. On se souvient, on passe du singulier abstrait, les grandes idées là, platoniciennes, un peu dans le ciel, à des réalisations bien concrètes. Alors pas forcément physiques, concret, mais en tout cas le pluriel, comme la bêtise, les bêtises. Mais ça permet d'avoir peut-être une idée de l'idéal, en tout cas la violence. Je ne sais pas si c'est réellement un idéal. Pas forcément. En tout cas, quand on regarde un peu les choses, la violence, c'est pas juste mettre un coup ou balancer une méchanceté. Ça sera un type de violence et on va assez vite, de façon assez habituelle, on va dire que c'est pas bien. Sauf que ça devient plus compliqué quand on regarde les choses en détail. On va pas le faire en détail, mais au moins on va prendre des aspects un peu problématiques sur cette question-là. C'est qu'il y a des choses qui n'étaient pas considérées comme violentes à certaines époques ou choquantes et qui le sont aujourd'hui. Donc déjà, on a une sensibilité qui change. Et je fais plutôt le pari qu'on est dans une société de moins en moins violente, mais où le seuil de tolérance à la violence est de plus en plus bas. En tout cas pour ce qui est de l'Occident. Donc déjà, il y aurait un paradoxe. Et déjà, c'est la sensibilité à la violence qui dirait la violence, parce qu'il s'agit d'être capable de désigner quelque chose comme une violence. Et en ce sens-là, il y a des violences qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Alors légitimes, ça ne veut pas dire qu'elles sont justifiées moralement. Elles peuvent être justifiées par raison d'État, par stratégie, par moindre mal, avec, je sais pas, le paradoxe du tramway, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, on ne dira pas que c'est une violence, on dira que c'est regrettable. Ou on parle de frappe chirurgicale, ça c'est une atténuation, c'est encore autre chose. Ou des euphémismes. Et puis on voit là que quand les militants d'Extinction Rebellion restent sur un pont et se font gazer, ils se font gazer parce qu'ils sont violents. Alors gazer, c'est-à-dire évidemment pas qu'ils en ont des chambres à gaz, mais qu'ils se prennent un coup de gazeuse, c'est-à-dire de lacrymo. Et là, moi je trouve que c'est compliqué de dire qu'on est violent quand on reste juste assis. Puis, il y a évidemment un énorme prisme au niveau du genre sur ce qui est de la violence. C'est-à-dire que les femmes violentes sont très rapidement des femmes monstrueuses. La grande-mère de ces femmes monstrueuses, c'est Médée. Mais une femme qui fait des choses que font les hommes, elle est violente par rapport à son genre. Comme quoi, c'est vachement relatif. Et puis, la police dans les rues, c'est pas violent, soit d'ailleurs. On parle de force de police, mais il paraît que parler de violence policière serait inacceptable. Alors, d'un point de vue social-philosophique, et ça, là j'ai plus réfléchi à ces dernières questions en parlant avec des très proches. Mais il y a des violences qui sont légitimes et qui sont alors pas appelées violences, mais dans lesquelles on peut voir qui dans les faits vont avoir des effets violents. Là, c'est ce qu'on appelle les dominations, par exemple, les oppressions, l'exploitation, dont on peut voir en fait l'effet sur le corps. L'exploitation du travail abîme le corps, l'exploitation domestique aussi. Donc celle du travail non rémunéré qui est le travail domestique. La mise au banc de la société, la minoration, donc la mise sous tutelle de ceux qu'on appelle des minorités. Ces minorités ne sont jamais statistiques, ce sont des minorités statutaires. Et minorité, ce qui est minorisé. La preuve, les femmes seraient une minorité en constituant 52% de la population mondiale. Ce n'est donc pas une question statistique. Mais en ce cas-là, la violence, c'est ce qu'on finit par déclarer violent. Et ça se voit très bien quand on prend l'histoire du viol. La dimension personnelle, intime des conséquences d'un viol, elle est hyper récente. Et la médiatisation de ça, elle est encore plus récente et elle n'est pas finie.
Et ça amène des changements. Donc serait violent, en fait, ce qui est de l'ordre d'une force considérée comme non légitime. Donc il pourrait y avoir une violence d'État, mais elle serait légitime. Parce que l'État, parce que force de police. J'ai pas tellement envie d'aller dans ce côté-là, parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment, en fait, bon, la violence rejoint le rapport de domination, mais comment la violence, dans le même temps, va être refusée aux femmes. Et ça, c'est vraiment un biais vraiment intéressant. Par exemple, si on regarde les stats, bon, globalement, les femmes sont moins délinquantes, moins criminelles que les hommes. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais dans des proportions assez dingues. Mais pour le coup, quand elles le sont, elles sont plus durement punies. Voilà. Et, voilà. Et on va globalement moins punir ceux que l'on considère comme des mineurs que les majeurs. Dans un seul cas, il y a vraiment un cas qui échappe à ça, c'est celui des Roms. Toujours puni au maximum. Mineurs comme majeurs, femmes comme hommes. Comme quoi, hein, le genre, finalement, il y a des moments où il saute. Et la violence, le truc, c'est que les effets... Enfin, une des questions que je voudrais me poser un peu rapidement ce soir, là, avec vous, c'est que la violence, ça veut dire quoi, par exemple, décrire ou représenter la violence ? Sachant que cette violence est ou n'est pas légitime, mais finalement, si on la représente comme une violence, déjà, on questionne son illégitimité, ou sa légitimité. On fait quelque chose qui va être présenté comme, devant, en tout cas dans notre paradigme actuel, être exclu de la sphère de la civilité, de l'espace public, de l'espace privé, ça serait pas mal. Et donc la façon dont on représente la violence, elle est hyper importante, parce que y a des violences qui ne sont pas dites, qui n'existent pas, et qu'il faut faire advenir, qu'il faut savoir représenter pour pouvoir en parler. Ça, c'est quelque chose d'hyper important dans le féminisme de deuxième vague, et depuis, c'est représenter les violences faites aux femmes. Et elles ressemblent à quoi, ces violences faites aux femmes ? C'est L'amour violet de Yannick Bellon, qui reprend plus ou moins une affaire réelle qui a donné le procès du viol. Je crois que c'est en 80, ça. Yannick Bellon, c'est une femme. Par là. Zoom. J'ai pas encore vu les autres, elle est décédée il y a quelques mois. C'est vraiment bien L'amour violet, c'est le premier. Donc, c'est vraiment bien. C'était pas cher ça, faut aller l'acheter. Ou le commander sur internet, mais enfin j'étais passée à Potemkin, c'était pas plus mal. Et là, en fait, c'est vraiment intéressant parce que ça n'est pas immédiatement que la victime dépose une plainte, elle attend. Et la représentation du viol, elle est hyper froide. Mais on voit bien que la suite est une violence aussi, et que c'est le reste des violences qui va amener à pouvoir prendre en compte la première violence originaire dans ce récit, dans ce film. Et chez les féministes, c'est vraiment passé par le témoignage. Alors ça, c'était déjà le cas au XIXe siècle, mais la mémoire du XIXe, on l'a pas mal perdue et je vais essayer de la retrouver. Mais c'est vraiment un travail hyper important et qui est fait notamment par les historiennes ou autour des premiers travaux d'histoire des femmes. En France, c'est autour de la grande figure de Michel Perrault. Mais c'est aussi un moment où on va exploiter des archives qui n'étaient pas exploitées jusque-là et on va faire entrer de nouveaux documents dans les travaux des historiens, des philosophes, des sociologues. Et notamment, et ça c'est vraiment important, les témoignages. Et le témoignage, il acquiert une nouvelle valeur, parce que la parole a une nouvelle valeur. La parole qui peut raconter la violence, que l'on ne dit pas, que l'on ne raconte pas, et que même quand on l'a sous les yeux, on ne la voit pas. Et ça a vraiment changé. Il suffit de prendre, Lina adore balancer des trucs comme ça, les archives d'il y a 50 ans, où on voit des mecs random, des mecs et des nanas, interrogés dans la rue, et puis on leur demande, les violences conjugales, pas violences conjugales d'ailleurs, on dit, c'est normal de frapper sa femme ? Ouais. Ça a changé quand même. On ne pourrait plus le dire de la même façon. Pas en France en tout cas, aujourd'hui. Donc ça montre bien qu'il y a un regard. Il y avait un truc qui était, oui c'est une violence, mais c'est une violence normale. On parle aujourd'hui de violence éducative pour la fessée sur les enfants, etc. Et oui, moi je pense que c'est vraiment une violence, mais il y a quelque chose qui change dans le fait de considérer que ça n'est pas acceptable. Et du point de vue législatif, c'est hyper étonnant, parce que on se rend bien compte que ce qu'on appelle la sphère privée, c'est surtout la sphère privée de droit. Parce que ce qui est inacceptable dans la rue, je sais pas, si vous vous mettez à tabasser quelqu'un ou le déculotter pour lui mettre une fessée, vous
pouvez vous prendre au moins une amende, voire aller en prison, parce que c'est une agression. En revanche, quand vous le faites sur vos enfants à la maison, eh ben vous sortez de la sphère du droit. Ça questionne. Hein. Alors ça ne nous regarde pas. Hein. Donc on ne regarde pas, donc on ne voit pas. La violence, c'est un peu tout ça. Et puis après, comment on présente la violence? Souvent, et c'est là, pour une part, ce qui pourrait rejoindre le male gaze de Laura Mulvey et repris par Iris Bray. Et je pense que cette dimension-là n'apparaît pas suffisamment. C'est pas juste montrer le corps des femmes. Ça qui m'intéresse quand j'essaie de réfléchir à la question du virilisme, c'est que la violence, c'est aussi... Enfin, le virilisme, c'est aussi une représentation fantasmée, fantasmatique et exultante de la violence. C'est violent, mais ça nous fait plaisir. Ça, c'est les films, je sais pas, les films d'action, quoi. Là, dans le Rape and Revenge, donc dans les films qui vont montrer un viol et la vengeance qui va suivre ce viol, on exulte sur cette violence-là. Tarantino. Voilà. Le cinéma de Tarantino est plein de tout ça. Moi, je dis pas que ça me plaît pas comme type de film, mais je trouve ça questionnant quand même. Parce que là, on sait que c'est violent, mais ça nous plaît. Alors, ça nous plaît parce que c'est une fiction. Et est-ce qu'il y a une catharsis? Je sais pas. Il y a aussi un fantasme de violence qui va rester après ça. Et là, je parle pour moi. Et au moins pour moi. Ça, c'est quand même une question que je trouve intéressante. Et en même temps, on peut avoir des violences qui sont représentées sans être... sans qu'il y ait une esthétisation particulière de cette violence qui permet une espèce d'identification viriliste. Là, je pense à Orange Mécanique. Je l'ai pas revu depuis longtemps, Orange Mécanique. Mais le malaise que j'ai ressenti, parce que je vois pas comment on peut voir ce film en étant à l'aise, sur les scènes de violence du narrateur, enfin du jeune homme, ça y est, j'ai oublié son prénom, alors que j'ai même lu le roman de Burgess. En fait, quand on regarde bien la scène où les trois gonzes ils rentrent chez le couple d'Intello, il n'y a pas de musique hétérodigétique ou extradiégétique. Comme on en a chez Tarantino. Paf, scène de duel, tchac, la musique se lance. Là, il n'y a pas de musique. Ce sont les personnages qui se jouent leur propre film en chantant Singing in the Rain. Mais la bande-son, sinon, c'est zéro. Il n'y a rien. Et c'est ça qui est glaçant. Et dans Shining, on voit bien qu'il y a violence parce que la bande-son accompagne cette violence, mais elle accompagne aussi l'effroi de... j'ai oublié le prénom du personnage, enfin le nom du personnage, mais du personnage joué par Charlotte Eval. Et les cris vont faire partie du rythme. Et donc là, on n'est pas dans un truc qui va esthétiser la violence, encore qu'il y a un côté cabotin chez Nicholson qui peut aller de ce côté-là, mais on est vraiment dans la démonstration de l'horreur absolue, vue au travers du regard du personnage féminin. Et donc de la victime, quoi. D'une des deux victimes. Et ça met une distance entre le spectateur et la violence du personnage, et ça fait qu'on peut pas adhérer à cette violence-là, et qu'elle fait peur. Et c'est quand même super différent, comme la violence d'un Orange Mécanique est effroyable. Et la fin du film, allez, c'est pas l'Orange Mécanique, ça passe 6 mois, le personnage se retrouve lui-même soumis à cette violence qui essaie de le soigner, sauf que comme la bande-son c'est Beethoven, et qu'en plus il aime Beethoven, on retombe sur l'esthétisation de la violence, et donc il n'en sort pas. Donc quelque chose comme ça sur la belle image qui plaît, qui fascine, et qu'on va peut-être vouloir reproduire, ou en tout cas qui va peut-être solliciter quelque chose qui est déjà violent chez nous. Je pense pas qu'on soit des anges. Mais ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas mal, sur comment on représente la violence, qu'est-ce que ça veut dire la violence, et comment on l'a dit, comment on l'a fait. Littérairement, ça donne quoi tout ça? La violence, a priori, ça serait un style violent, ce qu'on appelle le style coupé chez Stendhal, mais accentué, des effets de rythme, voire des onomatopées. Je pense un peu à Pushmore et son journal de 68, j'ai oublié le titre exact, c'est une de mes premières vidéos, ça, en fait. Où le texte lui-même est violent parce que il parle d'affrontements de rue. Et ça marche pas mal. Mais en même temps, je me suis sentie hyper mal en lisant des passages de l'Infini Comédie. Par exemple, les passages où une jeune femme, je crois, racontait comment son père ou beau-père violait sa petite sœur complètement handicapée dans le lit à côté du sien. Et là, c'est horrible parce que ce qu'il y a, c'est un regard personnel auquel s'identifier, avec une impuissance, redoublée par le fait qu'il s'agit d'un récit au passé.
Donc le fait de ne pas pouvoir agir, en fait, ça va créer ce malaise et montrer à quel point la situation est violente, et le fait même de s'en souvenir et de la raconter, etc., montre qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un trauma. En sachant que la pire des violences, ben, on n'y a pas accès parce que c'est celle de la petite fille handicapée. Et donc celle-là, finalement, elle est irreprésentable. Et donc, ça passe pas forcément par ce style haché. Ça peut passer par, je crois, par les détails horrifiques. En fait, il n'y a pas de registre violent. Il y a le polémique, il y a l'horrifique, il y a des choses comme ça, mais moi, on peut avoir un texte très doux qui raconte quelque chose de très violent et qui prenne aux tripes. Et en même temps, ce n'est pas seulement la chose racontée qui va faire que ça va être violent à recevoir, puisqu'on peut avoir cette esthétisation de la violence. Et c'est vraiment intéressant de se questionner sur cette esthétisation et la mesure dans laquelle cette esthétisation procure une légitimation et en fait à qui on va s'identifier ou à quoi en tant que spectateur. Parce que moi, quand je regarde Kill Bill, je m'identifie à Uma Thurman et j'ai envie de bastonner tout le monde. Et ça questionne. Donc la violence, ça peut être du rythme, ça peut être comme ça, quelque chose qui va être très mimétique de l'acte physique violent lui-même. Donc je sais pas, une castagne dans la rue, enfin on peut imaginer plein de choses. Mais la violence, finalement, on peut la faire ressentir par d'autres approximations, c'est-à-dire par exemple par des effets, en tournant autour ou sur l'effet que ça va faire, ou par des ellipses, qui vont être d'autant plus évocatrices. Et ça, c'est le moment où, paf, tchac, le texte s'arrête, soit on passe à autre chose, soit le texte s'arrête, on peut imaginer plein de choses, mais on peut plus dire. Ça peut être le ressassement aussi qui va montrer cette violence. Et ça, c'est aussi un truc qui est intéressant. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment un truc qui me questionne. Est-ce qu'une écriture peut être en elle-même violente? Je pense que oui, il y a des écritures qui attrapent. Quand on prend Sarah Kane, là, j'ai pas réussi à lire autre chose que Anéanti que j'avais eu à la grecque, ça avait été horrible, Anéanti. Et en fait, j'avais eu ce truc très bizarre qu'il y a une gradation dans la pièce, puisqu'il s'agit d'aller toujours plus loin dans l'horreur, et on a un premier acte, en gros, on va dire, qui peut ressembler à quelque chose d'un peu quotidien, et on a ensuite l'horreur de la guerre qui survient. Et il me semble que c'est la guerre bosniaque, mais ça remonte. Serbo-bosniaque qui est représenté. Et les actes sont de plus en plus violents. Mais en fait, c'est vraiment le premier acte que j'ai trouvé horrible, parce que le premier acte, c'était le plus proche de mon quotidien. Et le reste, pour moi, ça a excédé finalement ça, et d'une certaine façon, j'arrivais plus à y croire, alors qu'en fait, c'était totalement réaliste aussi. Et donc, il y a un truc comme ça qui... Voilà, et c'est ce qu'on appelle le théâtre in your face, genre point dans ta gueule, quoi. Et, et c'est la représentation directement, en fait, de cette violence. De ce qui peut se passer, mais qu'on ne va pas voir à la télé, etc. Enfin, qui, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, est quand même globalement éloigné ou euphémisé. Frappe chirurgicale, on voit plus les images de guerre depuis le Vietnam. Et avec, en plus, un sentiment d'anesthésie, oh là là, il y a des horreurs partout, et maintenant, on tire sur les réfugiés en Grèce, quoi. Avec cette espèce de, hop, on a franchi des caps, mais où on le voit d'un peu loin, comme si c'était pas violent, parce qu'il faut avoir vu le petit Alan Kurdi sur sa plage, pour s'émouvoir sur le sort de tous les mômes. Parce qu'il faut aussi donner un visage. Et c'est ça que fait Sarah Kane, elle isole. Elle isole et ça permet d'avoir des emblèmes. Parce que, en fait, une foule entièrement violente, c'est une foule à laquelle on a du mal à s'identifier. On arrive à s'identifier à quelqu'un qu'on va... Je crois pas que ce soit quelqu'un qu'on va trouver proche, mais à quelqu'un qui va être identifié. En bien ou en mal, et dont on va ou pas partager le point de vue. C'est en ça que Lolita est un récit qui est extrêmement violent et pervers, parce qu'on va s'identifier, évidemment, au narrateur à la première personne, Amber Amber, c'est-à-dire au violeur de Dolores Haze, qui va jusqu'à la renommer. Lolita, c'est un surnom. Et en fait, le fait qu'il renomme de douceur et d'esthétisation quelque chose que l'on perçoit comme violent, ça amène une coopération du lecteur, si je reprends les termes d'écho, pour prendre ses distances avec le récit d'Amber Amber. Et en fait, je suis pas sûre que tous les lecteurs y arrivent. Je pense qu'il faut... qu'il y a un truc qui fonctionne pas quand on prend pas cette distance et qu'on en fait un récit pro pédocriminalité. Mais dans les faits,
on est dans une société qui globalement encourage la pédocriminalité en sexualisant les jeunes filles. Il y a donc 13 ans, elle est grande pour son âge. Hein. Donc ça... Voilà. Mais il y a un truc qui va pas toujours fonctionner dans Lolita, mais qui est fait pour nous faire ressentir la violence derrière l'esthétisation. Et je crois que c'est peut-être une des plus grandes violences, cette esthétisation de la soumission, de l'oppression, de l'exploitation, le dévouement, par exemple. Le dévouement qui va être demandé aux femmes, qui alors, elles sont tellement exclues de la violence qu'il faut qu'elles sourient tout le temps. Le sourire, c'est inoffensif. Donc quand on sourit, en général, quand on est une femme et qu'on se sent obligé de sourire, c'est qu'on est gêné, qu'on a peur de s'en prendre une ou de fâcher, etc. Donc il y a une grande perte de la violence masculine. Et puis voilà, c'est aussi du rapport hiérarchique, hein, ça. Mais le sourire qui est exigé quand même souvent des femmes, jusque dans la rue. Hein. Oh, tu peux sourire, il fait beau. Mais what, quoi. Oh, sans police, c'était pas joli. Hein. Ce sourire-là, il vise en fait Enfin, il est grimaçant, il est lui-même une esthétisation de cette violence-là qu'il s'agit de continuer à cacher ou alors à célébrer. Le dévouement qu'on va demander aux femmes, cette célébration du dévouement, et donc très concrètement de leur exploitation domestique, le travail non rémunéré, c'est une très belle image, et c'est beau l'amour, et c'est beau de faire des choses pour les autres. Ça, quand ça vous sert à donc vous exploiter et vous aliéner, et à tirer des richesses de vous dont vous ne profiterez pas. Mais ça permet en fait comme ça de revêtir de beaux oripeaux énormément de domination. Et je crois que d'un point de vue stylistique, il faut quand même le questionner, quoi. Qu'est-ce qu'on montre exactement et qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qui va être ou pas violent. Allez, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt.